Du coup, là, on a parlé du projet. Maintenant, on va rentrer dans des phases un petit peu plus de mise en œuvre, de phases opérationnelles, sur des questions de montage. Parce que souvent, les élus, ça peut les rassurer, quoi. Voilà, de se dire un montage, ça paraît tangible, et on va parler de ça assez rapidement. Nous, ce qu'on préconise toujours, c'est d'abord de parler de projet, et le montage vient après. Le montage est toujours au service du projet et pas l'inverse. Voilà. Donc c'est pour ça que ça vient à ce temps-là, finalement, de la formation, et qu'on va avoir une intervention à deux voix sur les aspects de montage juridique et sur les aspects plutôt de montage financier. Voilà, ça rentrait forcément trop dans la technicité, mais pour qu'on puisse aborder quand même ces notions-là qui sont très importantes dans la structuration des projets. Voilà. Écoutez, je vous laisse la parole, peut-être Malicia, du coup, pour Marie. Okay. Du coup, je vais commencer par intervenir sur les questions de montage financier. Donc, pour me présenter brièvement, donc, je m'appelle Marie Aboulker, je travaille à la Banque des Territoires, à la direction du réseau, donc dans une entité qui est en charge du programme Action Cœur de Ville. Donc vraiment, nos missions, c'est d'accompagner les villes du programme Action Cœur de Ville dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets. Donc, autant vous dire, je suis pas investisseur. Donc, j'accompagne les projets d'investissement qui peuvent être portés par la Banque des Territoires dans les villes moyennes. Mais donc, du coup, je vous parlerai finalement peu de chiffres et peu d'analyses financières. L'idée, c'est plutôt d'insister, et c'est pour ça que j'ai appelé la présentation repère, sur les points de vigilance, sur le raisonnement, sur les différents aspects à avoir en tête pour réfléchir sur le montage financier. Le deuxième, peut-être, message introductif, c'est qu'en fait, je ne vais pas vous présenter des solutions toutes faites. C'est qu'en fait, c'est des sujets, et c'est peut-être un fil conducteur de toute cette journée, qui sont assez compliqués, dans lequel il y a toujours du tâtonnement, il y a toujours des allers-retours, et il y a aussi des échecs. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi en discuter, en tirer des leçons et voir ce qu'on peut en retenir. Alors, là aussi, dernier élément de cadrage préalable à mon intervention. Finalement, quand on réfléchit financement de projets de patrimoniaux, il y a plusieurs sources de financement. Classiquement, vous êtes en recherche de subventions par différents partenaires, différents niveaux de collectivité pour financer vos projets. Il y a d'autres solutions qui sont d'origine privée, qui sont des financements par du mécénat, qui sont des financements par du prêt par différentes banques, et effectivement de plus en plus d'initiatives qui vont favoriser le financement participatif. Donc il y a beaucoup de choses, finalement beaucoup de sources de financement qui existent. Je ne vais pas vous en parler, ou alors marginalement parce que ça va rentrer dans une autre logique. En fait, aujourd'hui, je vais insister plutôt sur le raisonnement que va avoir un investisseur pour intervenir sur des projets de financement j'aime pas du tout parler ainsi, de projets patrimoniaux. Ouais, je vais peut-être me lever parce que je trouve ça plus confortable. Merci beaucoup. Alors, peut-être, premier point, quand on réfléchit sur le montage financier, quels sont les prérequis ? Prérequis, moi j'ai deux peut-être prérequis sur lesquels je voudrais insister. Le premier, qui va vraiment relever de la question du modèle économique du projet, de l'équilibre économique du projet. C'est vraiment la base, c'est vraiment la première chose que l'investisseur va regarder, c'est est-ce qu'il y a un équilibre économique ? Est-ce que le projet il tourne ? Combien va coûter la réalisation du projet et combien le projet va me rapporter. Ça peut paraître très basique, mais c'est essentiel et en fait, on va en tirer plusieurs choses. D'ailleurs, dans la question des coûts, il y a deux aspects à regarder. Ça aussi, ça a été vu ces derniers jours. Il y a la question de l'exploitation. Est-ce que le projet va me permettre de générer des recettes qui va me permettre de couvrir mes charges? Alors, ces recettes, ça peut être des loyers s'il y a de l'hébergement, ça peut être des recettes liées à des activités économiques avec de la restauration, des projets de projets culturels, etc. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, en contrebalançant, c'est la question des investissements à réaliser et comment on va estimer ces coûts d'investissement, sachant qu'on est sur des projets sur lesquels il y a souvent beaucoup de surcoûts. Des surcoûts qui sont liés à la réalisation des travaux, qui sont liés à la configuration des sites, et donc il va falloir anticiper. Pourquoi est-ce qu'en fait on regarde ces deux aspects ? Forcément, l'investisseur qui va mettre de l'argent, il va regarder comment il va, ce que le projet va lui rapporter, c'est peut-être la logique évidente, mais si on regarde ces deux aspects, c'est que c'est lié à la manière dont l'investisseur va se rémunérer sur le projet. Il y a deux manières de se rémunérer par les flux qui sont générés par le projet. En fait, c'est les loyers qui vont me permettre de rembourser ce que j'ai mis, les fonds propres que j'ai mis dans le projet. Mais dans certains cas, quand les loyers sont pas suffisants, on va réfléchir sur l'ensemble du cycle de vie du projet et on va dire, je vais me rémunérer en fait sur la vente
du projet, enfin la vente de l'actif, la vente du bien dans lequel j'aurais investi. Et ça va être fondamental parce que en réfléchissant à cette question de modèle économique, vous, en tant que collectivité, vous allez vous dire, est-ce que je reste propriétaire de mon bien? Est-ce qu'au contraire, je vais le vendre? Et à quelle valeur je vais le vendre? Et qu'est-ce qui peut me rapporter comme loyer? C'est important, hein, petite parenthèse pour vous donner un exemple. Aujourd'hui, quand on va intervenir sur les questions de commerce en créant des foncières qui vont acheter des locaux commerciaux et ensuite les remettre sur le marché en faisant des travaux, aujourd'hui, on se rémunère très peu sur les loyers. C'est vraiment les hypothèses financières qui sont faites, c'est vraiment sur la vente des locaux aux porteurs de projets en fin de vie, enfin, j'allais dire après une phase d'exploitation, qu'on va réfléchir sur la rémunération. Le deuxième point de vigilance sur lequel je voulais insister en démarrage, c'est vraiment de se dire quels sont les exploitants et quels sont les partenaires avec lesquels je vais travailler sur le projet. C'est vraiment important. En fait, le raisonnement financier, il va de manière peut-être évidente partir du projet, mais pas simplement partir du projet en tant que contenu. Il va partir du projet, contenu et contenant. Et le contenant, ça va être qui sont les porteurs de projet avec qui je vais travailler. Et derrière la question du porteur de projet et de l'exploitant, il y a deux sous-questions qui vont se poser. La première, c'est est-ce que cet exploitant il est fiable? Est-ce qu'il a les reins suffisamment solides? Est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il a des expériences dans des projets comparables, dans des territoires comparables? Est-ce qu'il va savoir, est-ce qu'il saura s'entourer d'autres porteurs de projets qui pourront travailler avec lui? Donc ça, c'est d'une certaine manière, on va vérifier la compétence de ceux avec qui on travaille, parce qu'on sait que c'est eux qui vont être garants du fonctionnement du projet. Et l'autre point qui est derrière la question de l'exploitant, et qui a été évoqué avant le déjeuner, c'est la question du mode de gestion. En fait, selon l'investisseur, quel qu'il peut être, quand c'est une banque par exemple, il ne va pas regarder de la même manière si le projet est géré en régie par la collectivité, ou s'il va être entièrement privé, ou s'il va être délégué par une collectivité à un exploitant privé, parce que la gestion des risques va pas être les mêmes, la répartition de l'investissement va pas être les mêmes entre les différentes parties prenantes, et selon la manière dont il va appréhender le risque, il ne va pas investir selon sa manière dont il appréhende le risque et selon ses modalités d'intervention, il ne va pas agir de la même manière. Pour vous parler du point de vue de la Caisse des dépôts, quand c'est un projet qui est géré en régie, on ne va pas intervenir en investisseur. Parce qu'en fait, c'est un projet, on va pas dans nos règles d'intervention, on intervient avec des co-investisseurs privés, mais quand c'est un projet qui est 100% public, finalement, on peut prêter à la collectivité pour financer le projet, mais c'est la collectivité qui est responsable de la gestion et de l'exploitation. Et donc, finalement, on n'a pas notre place en tant qu'investisseur. Dans d'autres cas, si le montage passe par l'intervention d'une société d'économie mixte, alors là, nous, on pourrait intervenir, mais d'une autre manière, parce qu'on peut rentrer au capital ou être au capital de la société d'économie mixte et lui donner un peu d'air, un peu de fonds propres pour lui permettre de gérer le projet. Donc, deuxième vraiment point de vigilance, se poser la question de quelle est la nature de la relation juridique avec l'exploitant? Est-ce que c'est la collectivité ou est-ce que c'est un tiers? Pour voir quels sont les partenaires investisseurs potentiels qui pourraient intervenir et selon quelles modalités. Alors, voilà pour ce premier, peut-être pour ces premiers repères. Alors maintenant, vous allez voir, je vais pas vous faire de la pub sur l'intervention de la Caisse des dépôts parce que c'est pas l'idée. L'idée, c'est plutôt vous donner, en vous présentant nos modalités d'intervention, vous donner quelques repères sur la manière dont va raisonner un investisseur institutionnel sur des projets patrimoniaux dans des villes petites et moyennes. Peut-être point qui est pas écrit sur les diapos, mais qui est hyper important. Enfin, si en fait c'est écrit, la Caisse des dépôts fait pas de subvention. Enfin, c'est vraiment la singularité. C'est pour ça vraiment qu'on se positionne comme investisseur, comme prêteur, mais ce qui va nous différencier de l'intervention que pourra avoir un département, une région ou l'État sur un projet de cette nature. Donc plusieurs points de spécificité. Le premier point, c'est l'intervention de long terme. Alors vous pouvez dire ça fait partie des éléments de langage, mais qu'est-ce que ça veut dire le long terme? Ça veut dire qu'on va raisonner sur une durée de vie du projet qui va être on va pas attendre un rendement immédiat dans les 3 prochaines années sur un investissement.
De la même manière, quand on va prêter, on va pouvoir vous prêter sur une longue durée, y compris en vous adaptant à des durées d'amortissement qui peuvent être très longues, parce qu'on a des modalités spécifiques qui permettent ça. Cette question du long terme, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure aussi, ça permet ce que je disais tout à l'heure aussi, à savoir se rémunérer sur la vente d'un actif et pas uniquement sur des loyers, parce que du coup, on va attendre la fin du projet pour qu'il rapporte quelque chose. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est finalement, malgré tout, c'est qu'on va quand même rechercher une rentabilité. C'est pour ça que je disais en introduction, on n'est pas subventionneur. C'est qu'on va chercher, on va regarder si le projet a un équilibre, génère des revenus, a un équilibre économique, et ça va être au cœur de l'analyse qu'on va faire du dossier. Pour vous donner, donc je balaye tout et puis je reviendrai ensuite sur des exemples. Le troisième aspect de doctrine un peu classique de la Caisse des dépôts, c'est on va intervenir comme investisseur minoritaire, c'est-à-dire que on va intervenir comme investisseur, mais on va jamais intervenir seul, et on va toujours chercher d'autres co-investisseurs privés, avec d'autres banques, avec des investisseurs du territoire, pour intervenir sur le projet. L'idée, c'est que nous, on facilite, mais l'idée, c'est vraiment d'accompagner des dynamiques locales et des dynamiques de financement de projet qui sont présentes sur le territoire. Le dernier aspect, c'est que, là aussi, ça peut passer pour des éléments de langage, mais en fait, on va pas investir. En fait, quand on investit dans un projet immobilier, dans un projet patrimonial, on n'investit pas dans un actif immobilier, dans une logique financière. On intervient en soutien à un projet de territoire, à un projet qui fait sens par rapport au territoire. Et donc, la première chose qu'on va regarder, c'est s'il est porté par les élus, s'il fait sens par rapport au projet de territoire, et pas juste, pas juste s'il rentre dans un tableau Excel. Peut-être là aussi le point par rapport à cette présentation, côté Caisse des dépôts, nous on va investir uniquement sur le volet immobilier. On ne va pas investir aux côtés d'un exploitant. On va être uniquement dans la structure qui va porter les murs du bâtiment qui va être modernisé, rénové, etc. Et ça, c'est vraiment un point important parce que à part sur certains projets, par exemple, de tiers-lieux, où là, pour le coup, on pourrait intervenir dans des sociétés d'exploitation via des prêts, globalement, on va être vraiment sur les aspects strictement immobiliers. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas regarder les aspects d'exploitation. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, regardez... alors, pour vous donner un exemple, à Rodez, on a travaillé avec le département sur un projet de tiers-lieu qui s'appelait Station A. Alors je dis au passé parce qu'en fait aujourd'hui le projet initial il était prévu dans les anciens haras qui étaient à Rodez et donc qui étaient mis à disposition par le département, et aujourd'hui ils ont changé de lieu. Donc pas de bol, nous on avait investi sur la foncière qui portait les murs, mais c'est des choses qui arrivent. Mais aujourd'hui le tiers-lieu existe toujours et il a réussi à trouver une nouvelle vie. En fait finalement c'est ce qu'il y a de plus important, hein. Le projet continue à vivre et à rayonner sur le territoire. Et en fait, une des premières choses qu'on a regardé sur ce projet de Rodez, ça a été de contre-expertiser le business plan qui a été proposé par l'exploitant pour voir si nous, en tant qu'investisseurs immobiliers, on allait retrouver nos petits et retrouver l'équilibre économique. Là, alors pour rentrer un petit peu dans le détail au-delà des grands principes d'intervention, ce qu'il faut avoir en tête pour la posture d'un investisseur immobilier, d'un investisseur de manière globale, hein, mais là, dans le cas qui nous concerne, dans un investisseur immobilier, c'est qu'il va essayer de limiter ses risques. C'est toujours, en fait, il va raisonner sur une manière de dire, voilà, comment j'arbitre entre ce que va me rapporter le projet et les risques que je vais prendre par rapport à ce que va me rapporter le projet. Donc, ce qui apparaît ici, et notamment dans la partie en vert, tout est fait pour essayer de limiter le risque que va prendre l'investisseur dans le projet. Donc, on va aller plutôt sur de la création de sociétés, donc de SaaS, de SA, qui vont permettre de limiter, en cas d'abandon du projet, de limiter ce que va devoir payer l'investisseur, les charges qui resteront à la charge de l'investisseur. On va plutôt aller sur des taux de commercialisation importants pour essayer justement d'avoir un projet qui puisse être financé par la location, la commercialisation des biens. On va également aller plutôt sur des montages qui vont
externaliser le risque de la construction en confiant à un promoteur la construction et en prenant toutes les garanties pour dire la construction, c'est pas nous on est vraiment sur l'investissement. Et dernier point, dans une logique plus financière, on va essayer de mettre le moins de fonds propres possible et de dire aux porteurs de projet, vous essayez de vous financer par de la dette auprès des banques pour essayer de maximiser cet effet levier. Donc tout ça, c'est vraiment mis en place pour essayer de limiter le risque et de maximiser le rendement. En revanche, aujourd'hui, on se rend compte que ça, c'est très compliqué. En fait, la ligne de crête, elle est vraiment, si on regarde des critères strictement financiers, pour investir dans des territoires sur lesquels vous travaillez, oui, dans lequel le marché est beaucoup plus détendu, dans lequel il n'y a pas forcément, c'est compliqué de commercialiser des logements, et dans lequel, finalement, toutes ces conditions ne sont pas réunies, on est obligé de revoir un peu nos doctrines pour faciliter la réalisation des projets. Donc, par exemple, on va mettre beaucoup plus de fonds propres que de dettes sur certains projets. De la même manière, on va être beaucoup moins exigeant sur la commercialisation des locaux qu'on aura construits dans le cadre de l'opération. Enfin, on va on va se donner la possibilité d'être majoritaire comme investisseur, avec toujours d'autres co-investisseurs, mais majoritaire au démarrage du projet, pour montrer à d'autres co-investisseurs potentiels, regardez, on y croit, on s'engage sur ce projet, rejoignez-nous. Mais vraiment dans cette logique pour amorcer la démarche. Donc, vous donnez des projets. Alors, du coup, je sais que la ville de Troyes est présente donc c'est un projet dont on a beaucoup parlé, parce que là, dans lequel on a investi, c'est un projet qui est 100% privé. Donc c'est vraiment très, très particulier. C'est une ancienne caserne qui est en bord de Seine et qui a été transformée par un investisseur privé en hôtel. Et donc nous, on a construit une société avec cet investisseur dans lequel on a mis des fonds propres pour ensuite créer cet hôtel qui est aujourd'hui ouvert. Donc derrière cet exemple de projet, finalement c'est des projets comme ça, j'en ai pas énormément. En tout cas dans des villes, Action Cœur de Ville ou des villes, petites villes de demain, parce que en fait, il faut ce projet pour sortir, il a fallu, il tenait un contexte. On est sur une ville qui est finalement proche de Paris, sur lequel il y avait un manque par rapport à cette offre hôtelière qui était moins présente, et sur lequel il y avait des porteurs de projets qui étaient d'accord qui étaient engagés sur le territoire, sur lesquels on pouvait proposer le projet. Mais en fait, toutes les conditions ne sont pas toujours réunies et toutes les villes n'auront pas leur hôtel 5 étoiles. En tout cas, aujourd'hui, les projets dans lesquels on a investi dans les villes, Action Cœur de Ville ou Petites Villes de demain, c'est souvent des projets qui sont de très gros projets. Par exemple, les termes de Vitel, qui a été repris par les acteurs publics, qui sont vraiment des projets qui sont très ambitieux. Mais voilà, je pense que c'est quand même important que je vous les présente pour que vous voyez un petit peu la logique qu'il y a derrière. Maintenant, oui, pour terminer, je voulais rentrer dans le détail sur un projet dont qui a été beaucoup évoqué ces dernières années, qui est un projet qui se trouve à Cahors, qui s'appelle le projet du Palais de Via. Alors pour vous redonner un petit peu des éléments, parce que j'ai pas tous les chiffres en tête. Bon, alors simplement à Cahors, on est sur une ville-préfecture. On est 20 000 habitants à peu près. On est sur une ville qui finalement va beaucoup rayonner dans son arrière-pays parce que c'est 20 000 habitants, mais en fait c'est la seule grande ville ou la seule ville moyenne qui joue un rôle territorial qui est très important. Et donc en fait ce palais de Via, c'est une ancienne prison qui a été rachetée par la ville en 2012. Et depuis 2012, la ville réfléchit à trouver une destination à cette ancienne prison, a commencé à réaliser plusieurs études sur le site, mais plus généralement sur la zone sur laquelle le projet est situé. Et ils ont saisi une opportunité qui a été engagée par l'État en 2018-2019, qui a été l'organisation d'une vague d'appels à projets investisseurs qu'on a appelé « Réinventons nos cœurs de ville ». Donc le principe, c'est l'État proposait aux collectivités d'organiser des appels à projets sur des sites qui étaient maîtrisés par la collectivité en disant, voilà, vous mettez au concours un site, et vous demandez à des groupements qui associent investisseurs, constructeurs et exploitants, enfin vraiment des groupements qui ont l'ensemble des compétences pour répondre à l'appel à projet. Et en fait, à terme, ils vous proposent un projet et puis vous leur vendrez
le terrain, et puis après ils réaliseront le projet. Donc on est sur des montages qui sont un petit peu particuliers parce qu'on n'est pas dans le cadre de la commande publique. D'une certaine manière, c'est de la cession de charges foncières, et donc du coup les collectivités pouvaient pas être trop exigeantes sur le programme. On donnait quelques indications, et sur le palais de Via, il était dit qu'il y aurait de l'hébergement, qu'il y aurait un petit peu de logement, mais c'était vraiment très... le programme était très ouvert. Donc 2019, il y a eu le lancement de la consultation. Il y a eu 3 candidats qui ont déposé une offre, et finalement il y en a 2. Enfin, il y a eu 3 candidats. Finalement, il y a eu 2 dépôts d'offres, 2 dépôts qui étaient assez différents. Un premier projet, le projet qui n'a pas été retenu, qui a été proposé par Belleville, qui est un acteur qui est assez connu parce qu'ils vont beaucoup porter des projets de tiers-lieux. Et ils sont présents sur le territoire. Ils sont notamment présents à Toulouse. Mais ils n'ont pas été retenus parce que je ne connais pas exactement les raisons. Mais en tout cas, si vous voulez, il y a eu un retour qui a été fait par l'État sur le projet Réinventons où ils analysent les différents montages. Et le deuxième projet qui était porté par un promoteur national qui était ICAD. Et alors là, c'était le schéma qui avait été proposé initialement dans le dossier de candidature. Donc, ICAD promoteur national, qui proposait un groupement dans lequel finalement il y avait à la fois un exploitant, enfin il y avait un groupement, il y avait des hôteliers, il y avait un exploitant sur la résidence de l'habitat inclusif ou de la résidence senior ou ce genre de choses, il y avait un exploitant sur du coworking et il y avait un exploitant sur une crèche. Donc vraiment l'idée c'était de proposer un espace mixte pour candidater sur le site du Palais de Via. Ce que j'ai pas dit, et j'aurais dû revenir dessus sur la présentation du site, c'est qu'en fait, on est sur un site qui est particulier parce qu'il y avait l'ancienne prison, mais finalement, le site, il faisait autour de 2600 mètres carrés, et il avait été jugé par la collectivité un peu petit pour avoir un programme mixte et ambitieux, et donc ils ont ajouté un autre bâtiment qui était juste à côté, qui s'appelle le bâtiment des mutuelles. Et donc en fait, le site, d'ailleurs, on le voit, il y a le bâtiment derrière qui est le palais en tant que tel, l'ancienne prison, et l'autre qui correspond à un bâtiment qui est plus moderne, avec une moindre qualité architecturale, mais qui permettait de proposer un programme qui était plus étoffé. Donc, au départ, on est vraiment sur un schéma assez classique en termes de montage, où le promoteur, le groupement... le promoteur allait construire allait faire le projet de rénovation, et une réflexion sur une acquisition des différents produits par des investisseurs, vous me poserez la question de où est la Caisse des dépôts là-dedans. Ça apparaît pas à ce stade. En fait, aujourd'hui, la Caisse des dépôts, elle va plutôt intervenir sur le projet hôtelier. En fait, les autres projets, ils vont être portés à part. Aujourd'hui, le projet, il y a beaucoup de choses à retenir du projet. D'abord, c'est un projet qui est aujourd'hui qui est encore en cours de négociation, encore en cours d'élaboration, même si l'ensemble des parties prenantes se sont engagées. Par rapport à ce schéma-là, il y a eu beaucoup de changements. D'abord, il y a eu un changement de l'exploitant hôtelier. Le premier s'est désengagé, il y a un nouvel exploitant qui s'est positionné. Il y a eu des évolutions dans la programmation. Je pense que on s'est beaucoup posé la question sur la place du coworking dans l'ensemble, et donc il y a un certain nombre d'éléments de programme qui ont été effacés et qui ont été remplacés. Il y a eu beaucoup aussi d'allers-retours sur la définition du programme de logement. Donc clairement, en fait, il y a toujours eu des va-et-vient sur la définition de la programmation pour définir pour essayer d'optimiser l'équilibre économique du projet, sachant qu'on est sur un projet en site patrimonial sur lequel il y a énormément de surcoûts qui ont été identifiés par rapport au chiffrage initial. Surcoûts qui étaient liés d'abord à l'installation du chantier, qui étaient liés aux fouilles archéologiques, qui ont été liés à la mise en sécurité du site, et qui étaient en friche depuis plus d'une dizaine d'années. Donc voilà un petit peu la présentation du projet, la présentation du contexte. Et finalement, qu'est-ce qu'il en est de la dimension purement financière, la question du montage financier du projet? Aujourd'hui, qui sont les investisseurs qui sont présents sur le dossier? Il y a la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, il y a l'exploitant hôtelier qui est présent, et il y a une société qui s'appelle la SAS Patrimoine Occitanie. Et donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la SAS Patrimoine Occitanie? En fait, c'est une filiale de la SEM Arac, qui est la SEM de la région Occitanie. Donc, en fait, si on regarde dans le détail du montage, on est sur un montage où, en fait, les investisseurs qui sont autour de table, c'est essentiellement des investisseurs publics ou parapublics. Donc, si on rentre aussi dans le détail, si on regarde le coût du projet tel que c'est envisagé,
On a, je vous donne des ordres de grandeur, 10 millions, les travaux étaient chiffrés autour de 10 millions. Ensuite, si on regarde dans l'ensemble des dossiers qui ont été déposés pour obtenir des subventions, on a plus de 3 millions de subventions qui ont été sollicitées, notamment dans le cadre du fonds Friche, pour financer ce projet. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir Et puis, dernier point, là, du point de vue de la Caisse des dépôts, nous, c'est un sujet sur lequel on va investir, mais sur le projet sur lequel on souhaiterait prêter. Donc, on va revenir sur un sujet sur lequel on va mettre des fonds propres, mais on va aussi mettre de la dette. Donc peut-être en récapitulant, on est sur un projet public et qui va sortir et qui est très ambitieux pour un territoire de 20 000 habitants et qui vraiment témoigne d'un complet changé d'usage d'un site patrimonial avec une destination, qui correspond à la fois à des besoins du territoire et puis des besoins qui visent à renforcer l'attractivité touristique du territoire. Mais on a un projet qui ne serait pas sorti sans le rôle des investisseurs publics, ce qui n'est pas en soi un problème, enfin au contraire. Mais il faut savoir qu'en fait, ce sont des partenaires avec qui vous devez absolument compter. Il ne s'agit pas toujours de se dire « Ah, je recherche des investisseurs, donc en fait, je vais chercher des investisseurs qui viennent de Paris et qui ne sont pas ancrés sur le territoire. » Non, finalement, se dire on a aussi des ressources locales, et que ces ressources locales, elles peuvent être très proches du secteur public. Le deuxième point, c'est que l'équilibre économique, qui va forcément nécessiter des subventions, et que c'est là aussi, c'est un point qu'il faut absolument avoir en tête. Et le troisième point, c'est qu'effectivement, le montage, il va constamment évoluer, et qu'entre ça, qui est le tableau initial qui avait été proposé en 2019, et la situation actuelle, on est sur quelque chose qui est très différent. Donc je propose que je m'en tienne là, parce que je suis pile poil à 30. Mais est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? C'est le problème quand on parle de sous, après les gens ils sont pas de questions. Ouais, c'est intéressant ce projet de VIA, parce que ça permet aussi de rompre un peu avec des fantasmes, peut-être que vous allez rencontrer avec les élus dans les territoires. Parfois, enfin, je ne sais plus avec qui on en parlait hier, mais il peut y avoir le fantasme de l'investisseur providentiel qui va venir, qui va tout prendre à sa charge, etc. Et comme on le disait, ça peut arriver, ça effectivement, dans des grandes destinations touristiques internationales, la vallée de la Loire, la Côte d'Azur, bref, et les grandes métropoles. Mais en dehors de sur 99% du reste du territoire, c'est moins le cas. Et dans le cadre de Réinventer le patrimoine, sur des projets un petit peu similaires à celui-ci qu'on a pu accompagner, quand on arrive dans ces phases-là de montage, on nous dit définissez-nous le montage juridique et financier. Finalement, ces missions-là, ça va définir le point d'équilibre dans lequel, en fait, finalement, un investisseur, un opérateur a bien accepté de venir, en fait. Ça, c'est un peu contre-intuitif sur le patrimoine. Et là, je vais être un petit peu provocateur, mais pour un investisseur, si tu regardes un petit peu basiquement, c'est presque repoussoir le patrimoine. Parce qu'en fait, c'est des projets avec du temps long. Il y a plein de restrictions, il y a plein d'acteurs en face. Il faut dialoguer avec la BF, avec la DRAC. Enfin, c'est l'enfer, quoi, quand on y pense. Donc, contrairement à un projet dans du neuf, c'est beaucoup plus compliqué, la rentabilité est moins importante, on doit rentrer dans un bâtiment et non l'inverse, enfin, je veux dire, on doit faire au service du bâtiment et non l'inverse, et du coup on ne peut pas forcément avoir suffisamment de chambres pour avoir une rentabilité d'exploitation comme on pourrait le faire dans un bâtiment neuf, etc. etc. Donc c'est de regarder effectivement quel est le point d'équilibre et quel va être le montant de subvention ou d'investissement public qui va derrière permettre de limiter le risque pour des investisseurs privés. Et c'est ce qu'on a pu faire, notamment sur un projet en Maine-et-Loire, dans le parc de l'île Briand, si vous connaissez, au Lion d'Angers. On a défini effectivement le montant d'investissement nécessaire du propriétaire, en l'occurrence le département du Maine-et-Loire, pour qu'un investisseur puisse s'intéresser à développer un projet touristique et culturel sur le site. Et qu'on a pu faire aussi à Charleville-Mézières, sur la place du quai de Charleville, dans lequel effectivement il y a un opérateur aussi, un investisseur et exploitant, qui va venir exploiter un hôtel, hôtel Gogaï, une marque Gogaï, voilà, à partir normalement de 2026. Voilà. Donc ce point-là, effectivement, il est un peu dur à entendre, mais c'est important aussi de le redire. Ce sont des projets compliqués, et à un moment, on va arriver à ce temps-là où effectivement, il va falloir que la puissance publique prenne sa responsabilité et engager aussi des fonds de manière financière. On ne peut pas toujours attendre, effectivement, sur ces projets-là, qu'un investisseur arrive et prenne tout à sa charge. Voilà.
finalement. Excusez-moi, moi j'avais une petite question. Dans cet exemple-là, qui vous a contacté, Banque des Territoires? Et plus généralement, dans la temporalité de la construction du projet, quand est-ce que vous intervenez? Quel est le meilleur moment? Alors, j'imagine bien qu'il n'y a pas qu'une seule recette, mais quelles sont les phases pendant lesquelles vous souhaitez être sollicité ou mis en contact? Merci. Ah oui, alors... Non, mais s'il n'y a pas d'autres questions, non, mais je vais, pour vous répondre, il y a plusieurs. Alors, pour ce projet, c'est quand même très particulier parce que, en fait, d'abord, nous, on était déjà présents aux côtés de la ville de Cahors sur les études préalables sur le territoire parce que c'est une des villes avec lesquelles on a travaillé depuis le plus longtemps sur l'avenir du centre-ville. On avait déjà un partenariat privilégié. En fait, la réponse, elle est aussi dans le fait que ICAD, c'est une filiale de la Caisse des dépôts. Donc, ils sont aussi venus... Enfin, on faisait partie du panier de la mariée, d'une certaine manière. On était dans la candidature. Ils ont pu proposer à la collectivité, à la ville de Cahors, en disant, bah voilà, nous, on a un co-investisseur qui est déjà garanti, c'est la ville de la Caisse des dépôts. Alors, c'est pas toujours le cas. Hein. Enfin, dans ce type de montage par des appels à projets investisseurs, la collectivité a tout à fait la possibilité de mettre dans le règlement de consultation que la Caisse des dépôts pourra être co-investisseur, mais parfois elle le fait pas, et donc du coup parfois c'est nous qui prenons notre bâton de pèlerin et allons voir les différents candidats en disant, vous savez, nous on peut être au projet. C'est vrai que quand on est présent sur le territoire, c'est aussi pour ça que nous on intervient en ingénierie, c'est qu'en fait on est aussi présent sur le territoire, c'est une manière aussi d'être connu et de travailler de manière un petit peu privilégiée avec la collectivité, avec le territoire, et donc qui permet de se dire, bah voilà, s'il y a des projets, enfin de faciliter les rencontres entre des porteurs de projets du territoire, entre d'éventuels investisseurs du territoire, et nous, en fait. C'est aussi ça. Donc finalement, plus tôt on est présent sur le territoire, plus on a de chances à être associé au projet, mais après on a la possibilité de se raccrocher peut-être au dernier moment. Peut-être autre élément de réponse, en fait, la Caisse des dépôts est aussi très très présente dans le domaine de l'économie mixte. En fait, on est au capital minoritaire d'un très grand nombre de SEM d'aménagement et qui finalement sont, comme sur le projet du Palais de Via, mais globalement très présentes sur ce type de projet. Et donc, finalement, par ce biais-là, on peut être aussi dans la réflexion sur le projet, non pas en direct, mais via un soutien à une augmentation de capital de la SEM, par exemple. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Moi, je vous ai préparé un support plutôt sur la question du cadre juridique d'intervention dans des villes patrimoniales, on va dire. Mais avant, je voudrais juste réagir par rapport au montage économique parce que donc je ne me suis pas présentée. Je suis Malicia Doniou, avocate. Je suis spécialiste en droit immobilier et j'interviens donc notamment pour la Banque des Territoires sur certains lots juridiques en groupement avec pour le dispositif Petite Ville de demain et pour le dispositif Action Cœur de Ville. Mais j'interviens également pour le compte de l'État sur la distribution du fonds vert et également pour des organismes qui luttent contre l'habitat indigne, puisqu'on va sans doute en parler aussi, parce que dans les villes patrimoniales, il y a aussi souvent des sujets de biens en déshérence ou en situation d'indignité ou de vacances. Je voulais juste vous dire que quand on parle de montage opérationnel ou de montage juridique sur des opérations, on va dire des opérations qui ne permettent pas que l'initiative privée puisse complètement régler ou que le marché puisse complètement régler les problématiques, on se heurte en fait à trois grandes difficultés juridiques ou trois grandes règles juridiques. La première, c'est, vous la connaissez sans doute très bien, c'est la commande publique. Puisque quand on est sur quelque chose d'un peu hybride où à la fois on demande au privé de faire certaines choses tout en retirant un certain bénéfice, alors pas forcément économique, mais en tout cas que la collectivité y trouve un bénéfice, il y a toujours la question de la frontière avec la commande publique et donc le point de savoir si, même si on met en vente un terrain ou un bien, mais qu'on impose certaines charges, on doit se poser la question de savoir si on ne doit pas, même si c'est un contrat immobilier, quand même respecter
au moins les principes de la commande publique. Et vous savez qu'en la matière, les collectivités locales sont en principe libres de céder leur patrimoine immobilier, donc sans obligation de publicité mise en concurrence, ce qui n'est pas le cas de l'État qui est soumis à des obligations de publicité de mise en concurrence, mais qu'à partir du moment où elles mettent en concurrence, elles sont obligées de respecter les règles qu'elles se sont elles-mêmes fixées. Donc si par exemple on lance les fameux appels à projets, appels à manifestation d'intérêt, à partir du moment où on sélectionne plusieurs candidats, on va devoir fixer des règles dans lesquelles on les choisira et respecter ces règles, ce qui peut s'avérer un peu compliqué dans la vie du projet, puisque si après vous modifiez le projet, on doit toujours se poser la question de savoir si on ne doit pas remettre en concurrence, par exemple, l'attribution du contrat. Même s'il s'agit au final d'un contrat immobilier, que ce soit un contrat de vente ou un bail emphytéotique, un bail à construction, etc. Le deuxième sujet que je trouve assez complexe, c'est le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, qui veut que, en principe, une collectivité publique ne peut pas intervenir sur un marché économique. Un marché économique dans le sens où on doit laisser le privé intervenir sur un marché dit concurrentiel. Et donc, en principe, la collectivité ne peut intervenir qu'à partir du moment où on peut prouver la carence de l'initiative privée. Et là, c'est toujours difficile de savoir si on est à la frontière ou pas. Je vous donne un exemple. Si dans une commune, je veux créer un restaurant inclusif en tant que collectivité publique, un restaurant, c'est une activité qui est par nature extrêmement concurrentielle et on ne peut pas dire qu'il y a une carence des restaurants dans cette ville. Donc, en fait, on va devoir se poser la question de savoir si on peut créer ce restaurant parce qu'il est inclusif ou est-ce qu'on vient porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Et le troisième sujet, qu'on rencontre notamment sur la question du fonds vert, ex-fonds Friches, c'est la question des aides d'État. De la même manière, en principe, une collectivité publique, donc que ce soit l'État, une collectivité locale ou n'importe quelle entité très très largement financée par le public, ne peut pas attribuer d'argent à une entité qui est considérée comme intervenant sur un marché économique parce que ça pourrait fausser le jeu de la concurrence au sein de l'Union européenne. Donc le seuil à partir duquel ça s'applique, c'est un seuil qui est relativement bas quand on parle d'opérations immobilières, puisque c'est un seuil, donc ce qu'on appelle le seuil de minimis, qui est à 300 000 euros. 300 000 euros, toute aide publique confondue, sur une durée de 3 ans. Et donc, en principe, toute aide supérieure à 300 000 euros est en principe interdite dès lors qu'on considère qu'elle vient affecter les règles de la concurrence à l'échelle européenne, avec une vision qui est, on va dire, très extensive de la part de la Commission européenne, qui a tendance à considérer que, sauf à justifier d'un intérêt public, d'un intérêt local, pur et dur, on affecte très vite le champ de la concurrence. Je vous donne un exemple qu'on a pu rencontrer sur le fonds vert. C'était pour aider une usine de filage de lin, avec un enjeu assez important, parce qu'en fait, cette usine de filage de lin, c'était une manière de réintégrer l'usine de filage de lin sur le territoire de l'Union européenne, parce qu'aujourd'hui, la vraie concurrence, en fait, elle est en Chine. C'est-à-dire que je crois que 80% de la production mondiale de lin est en Union européenne, mais que 80% du filage est en Chine. Et donc, en fait, la question qui nous était posée, c'était est-ce que ça affecte le jeu de la concurrence ? Bah oui, parce que en Pologne aussi, ils veulent créer une usine, ils ont une usine de lin. Donc, en soi, si j'en implante une en Bretagne, il y a un sujet éventuellement qui vient fausser le jeu de la concurrence à l'échelle de l'Union européenne. Et en même temps, il y a un intérêt européen à la réimplantation de cette usine de lin. Donc, vous voyez que ça peut être parfois assez complexe, l'attribution de fonds publics, y compris pour des projets qui peuvent paraître d'intérêt public majeur, en tout cas à l'échelle européenne. Donc ça, c'était juste par rapport au montage juridique. Donc j'en viens maintenant au cadre juridique, donc sur la question de la revitalisation des territoires, donc qui se place ici en fait sur deux aspects.
un enjeu de restauration du bâti, avec aujourd'hui dans certaines villes un vrai problème soit de vacances, soit de manque d'entretien qui peuvent conduire à des situations de dégradation, voire d'insalubrité ou d'indignité de l'habitat ou du bâti existant, et un enjeu de protection et de mise en valeur du patrimoine qui peut s'avérer qui peuvent paraître on va dire, qui peuvent paraître aller de pair, mais qui parfois, en réalité, et très souvent, viennent à s'opposer, puisque restaurer un patrimoine bâti intéressant historiquement peut s'avérer encore plus coûteux que de démolir le bâtiment et de le reconstruire à l'état neuf. Or, aujourd'hui, on essaye d'aller à l'économie de moyens avec un enjeu non seulement de protection du bâti, mais aussi un enjeu d'être plus économe dans la manière dont on restaure les bâtiments et de privilégier une réhabilitation, une restructuration quand c'est possible par rapport à une démolition-reconstruction. Et donc, souvent, on va se retrouver dans des logiques divergentes. Et pour ça, en fait, on a 3 réglementations qui ne discutent pas toujours bien ensemble, qui viennent s'appliquer. Le Code de la construction et de l'habitation, qui vient réglementer tout ce qui est habitat indigne, opération de requalification des territoires. Le Code du patrimoine, qui vient réglementer tout ce qui est protection patrimoniale, donc des monuments historiques aux ex-secteurs sauvegardés devenus sites patrimoniaux remarquables. Et puis, pour autoriser tous ces projets, évidemment, le Code de l'urbanisme. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça que je voulais vous présenter, pour savoir un peu quelles sont les questions qu'il faut qu'on se pose quand on souhaite réaliser un projet de réhabilitation d'un bâti existant. Bon, évidemment, la première question qu'on va se poser, c'est sans doute la nature de la construction. Je vais y venir après, de bien savoir qualifier sa construction, de savoir dans quel environnement juridique elle se place, c'est extrêmement important. Savoir quel est le document d'urbanisme applicable, même si aujourd'hui on ne parle plus que du PLU, on verra qu'il y a encore dans certains secteurs les plans de sauvegarde et de mise en valeur qui peuvent prévoir des règles plus contraignantes que les plans locaux d'urbanisme. Savoir si le bâtiment fait l'objet d'une protection patrimoniale et de bien savoir comment le savoir. Savoir si on se place dans un secteur opérationnel avec différentes... on parle souvent, quand on parle de secteur opérationnel, on peut parler de la zone d'aménagement concerté, on peut parler de l'opération de requalification des territoires, on peut parler de l'OPA, on peut parler du secteur de restauration immobilière. Et à chaque fois, quand on parle de ça, ça n'a pas du tout les mêmes enjeux et ce n'est pas forcément en réalité des vrais secteurs opérationnels. On le verra un petit peu. Ensuite, il faut se poser la question de savoir, au regard du projet que vous avez défini, quelles sont les autorisations qui vont être requises. Donc, quelle est l'autorisation d'urbanisme dont on va avoir besoin? Permis de démolir, permis de construire, déclaration préalable, ou est-ce qu'on est sur un bâtiment qui justifie une autorisation spécifique au regard d'une réglementation spécifique? Et puis enfin, est-ce qu'on peut bénéficier d'un dispositif fiscal avantageux? Est-ce qu'il peut y avoir une réduction d'impôts en fonction de l'intervention qu'on va faire sur le bâtiment? Donc là, je me suis vraiment concentrée j'interviens sur un bâti existant. Alors là, c'est un petit résumé des différentes situations qu'on peut trouver en matière patrimoniale. Donc la première hypothèse, c'est un bâtiment qui est en dehors de toute protection, en dehors de tout secteur de protection. Et donc là, on va appliquer le droit commun des autorisations d'urbanisme et ça va être assez simple. Vous avez ensuite l'hypothèse moins contraignante, un peu plus contraignante, qui est de savoir si notre construction est située aux abords des monuments historiques, avec un dispositif, un point de vigilance extrêmement important, parce que le développement des classements et des inscriptions aux monuments historiques, y compris de bâtiments plus modernes, c'est extrêmement développé. Donc finalement, dès qu'on est en ville, on a quand même de grandes chances de se retrouver dans un secteur d'abord des monuments historiques,
Alors dans ces cas-là, on est toujours dans le droit commun des autorisations d'urbanisme, mais il va y avoir des règles spécifiques qui vont s'appliquer, des délais d'instruction qui peuvent être plus longs, une consultation de l'architecte des bâtiments de France qui va être obligatoire et son avis va compter puisque c'est un avis conforme, c'est-à-dire que sans sa décision favorable, on ne peut pas obtenir l'autorisation d'urbanisme. Vous avez ensuite la troisième hypothèse qui est un bien qui est situé en site patrimonial remarquable. Donc vous savez, le site patrimonial remarquable, c'est tout ce qui a, c'est le terme commun qui vient englober les AVAP, les ex-ZPPAUP et les secteurs sauvegardés. Donc quand on est en site patrimonial remarquable, là aussi, il faut faire attention parce qu'on peut avoir un document d'urbanisme spécifique qui est le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Je vais y revenir après. Mais sinon, on est aussi dans le droit commun des autorisations d'urbanisme avec des règles spécifiques en termes de procédure, de délai et de consultation de l'architecte des bâtiments de France. Vous avez ensuite la quatrième hypothèse, qui est une hypothèse un peu plus contraignante, qui est quand on est sur un immeuble qui est inscrit en tout ou partie. Souvent, quand on est sur un immeuble inscrit, on a la plupart du temps pas tout l'immeuble qui est inscrit, mais plutôt des parties du bâti qui vont être inscrits. Donc là aussi, on est dans le droit commun des autorisations d'urbanisme dans le sens où on est soumis à permis de construire ou à déclaration préalable, mais le champ d'application du permis de construire va être plus restrictif, c'est-à-dire qu'on va plus facilement tomber dans le champ d'application du permis de construire et on va aussi avoir évidemment les règles de protection patrimoniale, c'est-à-dire procédure et avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. Et finalement, la seule hypothèse où on va sortir complètement du code de l'urbanisme, c'est l'hypothèse des immeubles qui sont classés au monument historique, où là, ce n'est pas un permis de construire qui est nécessaire quand on intervient sur un immeuble classé, c'est une autorisation spécifique au titre du Code du patrimoine qui est délivrée par l'État. Ça n'empêche pas que toute intervention sur un immeuble doit quand même respecter les règles d'urbanisme applicables. Bon, après, quand on intervient sur un immeuble classé, on ne fait pas des choses exceptionnelles sur l'immeuble qui feraient qu'on serait forcément contraire aux règles d'urbanisme. Alors, quand est-ce qu'un immeuble est classé, quand est-ce qu'il est inscrit, j'ai envie de dire que ça, même si le Code du patrimoine, le Code de l'urbanisme nous donne des indices et le Code du patrimoine aussi, c'est pour autant une décision qui est prise par arrêté ministériel. Donc, on vous dit que les immeubles classés, c'est les immeubles dont la conservation présente au point de vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public. Et les immeubles inscrits, c'est ceux qui présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait un classement. Mais ça arrive qu'un immeuble inscrit dans les années 60 finisse par devenir classé dans les années 2000 parce que finalement son intérêt historique a pu grandir par la suite. Comment on fait pour identifier les immeubles protégés au titre des monuments historiques et savoir surtout si ça nous est opposable, notamment pour savoir si on est dans le périmètre des abords? Alors, quand on est propriétaire, c'est facile. Normalement, cette décision de classement ou d'inscription, elle doit vous être notifiée. Mais bon, on n'est pas nombreux ici à être propriétaire d'un immeuble classé, donc ce n'est pas forcément le sujet. Le sujet, c'est surtout en tant que tiers et parfois, notamment, de savoir si on est dans le périmètre des abords des monuments historiques. En principe, cette protection patrimoniale, pour qu'elle vous soit opposable, il faut qu'elle soit annexée au document d'urbanisme applicable. Donc, en principe, il faut qu'elle soit annexée au PLU. Si elle n'a pas été annexée au PLU, elle est inopposable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous opposer toute la réglementation sur les abords des monuments historiques. Je vous donne un exemple parce que c'est un classement qui est assez récent. Moi, je travaillais sur le secteur de Beaugrenelle à Paris, dans le 15e arrondissement. Et puis, on avait déposé un permis de construire. Et puis, il y a 5-6 ans, et on avait vu, on n'était pas aux abords des monuments historiques. Et 5 ans plus tard, on veut déposer un permis de construire toujours sur le même bâtiment. Et on regarde le PLU et on n'était toujours pas en périmètre de protection des monuments historiques. Sauf qu'entre-temps, la maison de la radio de Radio France avait été inscrite à l'inventaire supplémentaire. Et on a reçu un courrier de l'architecte des bâtiments de France disant vous êtes dans mon territoire, etc. Mais sauf que on était tombé pile dans le moment
où l'inscription n'avait pas encore été annexée au PLU. Sauf qu'entre le moment où on avait déposé la demande de permis de construire et le moment où le permis de construire a été délivré, le PLU avait été modifié pour intégrer l'inscription. Donc il faut être assez vigilant sur les modifications qui peuvent intervenir dans les documents d'urbanisme pour bien s'assurer. Et si on avait obtenu le permis sans l'avis de l'architecte des bâtiments de France, notre permis de construire était nul et il était susceptible d'être annulé s'il avait été fait l'objet d'un recours. Donc c'est automatique, c'est-à-dire que un défaut d'avis de l'architecte des bâtiments de France, le juge il s'embête même pas, permis de construire annulé. Enfin voilà, donc ça fait partie des vices de procédure qui sont très évidents. Donc il faut faire assez attention. Alors, la deuxième situation, c'est les immeubles qui sont situés dans le périmètre des abords des monuments historiques. Donc, je ne sais pas si vous avez tous en tête le principe, mais donc, le principe aujourd'hui, depuis la loi CAP de 2016 sur la protection la loi sur l'architecture et la protection du patrimoine, c'est que idéalement, le périmètre des abords des monuments historiques serait défini par l'architecte des bâtiments de France et annexé au PLU. Donc, ça permettrait d'avoir une définition des abords non contestable. Parce que sinon, s'il n'y a pas une définition précise du périmètre des abords, c'est l'ancienne règle qui continue à s'appliquer, qui est la règle donc, avec le double critère, être dans le périmètre des 500 mètres autour d'un monument historique et être soit visible depuis le monument historique, soit visible depuis la construction, soit en situation de covisibilité. Et ça, c'est super compliqué. Et là, je vous redonne un exemple sur lequel on s'est fait avoir au contentieux. En fait, on avait un immeuble qui était dans le périmètre des 500 mètres. L'architecte des bâtiments de France avait considéré qu'il n'y avait pas de covisibilité. Et les requérants étaient allés dans une voie privée ouverte au public, qui était ouverte que de 8h à 17h. Et il s'était mis à un endroit qui était le seul endroit où l'immeuble donc sur lequel on faisait les travaux et le bâtiment protégé étaient covisibles. Et donc, on s'est fait annuler notre permis à cause de ça. Donc, vous voyez le niveau d'insécurité que ça peut mettre quand on n'a pas un périmètre arrêté d'abord des monuments historiques. Donc, quand on reste dans cette double règle 500 mètres versus plus visible ou covisible, à chaque fois, nous, et ça nous arrive que l'architecte des bâtiments de France dise on est dans le périmètre des abords, on est dans les 500 mètres, mais on n'est pas dans les périmètres des abords parce qu'on n'est pas visible ou covisible. Et nous, on redemande quand même qu'il donne un avis conforme et qu'il considère que, parce que on a trop peur, surtout quand on est sur des villes très patrimoniales comme Paris ou comme des centres-villes comme par exemple Poitiers, où il y a plein de bâtiments classés ou inscrits, parce qu'on a extrêmement peur maintenant de cette règle des 500 mètres. Alors, la troisième situation, c'est les immeubles qui sont situés au sein d'un site patrimonial remarquable. Donc là, par exemple, on vous a mis un exemple avec le quartier Saint-Pierre à Bordeaux. Là, donc, les sites patrimoniaux remarquables, ça regroupe maintenant sous une seule et même appellation beaucoup de réalités différentes, puisque ce sont les villes, les villages, les quartiers, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager un intérêt public. Donc là, ce qu'on vise à protéger, ce n'est pas un édifice en soi, mais c'est plutôt un ensemble. Alors, dans les secteurs sauvegardés, c'est souvent, il y a tellement de bâtiments qui devraient être inscrits ou classés qu'on fait un secteur sauvegardé. Donc aujourd'hui, un site patrimonial remarquable. Le principe, c'est le même, c'est-à-dire que pour que ça soit opposable aux autorisations d'urbanisme et toutes les règles de procédure qui s'en suivent, il faut que ça soit que le site patrimonial remarquable soit identifié dans les annexes du PLU. En gros, il faut qu'en prenant juste le PLU, vous puissiez avoir toutes les informations qui vous permettent de savoir quelles sont les règles d'urbanisme qui vont s'appliquer à vous. Alors pour déterminer les règles d'urbanisme applicables, le principe c'est qu'aujourd'hui, on va dire que
dans 80% du territoire français aujourd'hui est doté de plans locaux d'urbanisme. Quand on n'a pas de plan local d'urbanisme, il y a trois situations qui peuvent se présenter. La première situation, c'est on n'a jamais mis en place de règles d'urbanisme ou le document d'urbanisme a été annulé. Et dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle le règlement national d'urbanisme qui s'applique, avec un principe qui est très fort, qui est en gros que partout où c'est construit, on peut construire, mais qu'on est en principe d'extension limitée de l'urbanisation. C'est-à-dire que si on n'a pas de document d'urbanisme applicable, on ne peut pas ouvrir à l'urbanisation. Donc si vous êtes sur un champ et que vous êtes en règlement national d'urbanisme, vous ne pouvez pas construire de nouvelles constructions. Il y a il y a quelques exceptions, mais parmi les grandes exceptions, c'est tout ce qui est dans les secteurs agricoles, la possibilité de construire des constructions en lien avec l'exploitation agricole, par exemple. Donc c'est la seule exception. Vous avez ensuite une autre situation quand vous n'avez pas de PLU, c'est ce qu'on appelle les cartes communales. Donc les cartes communales, ce sont des documents d'urbanisme qui sont très simplifiés par rapport à un PLU et qui en gros définissent les zones constructibles, les zones non constructibles et le type de matériaux à privilégier pour construire. Donc c'est des documents qui ne permettent pas une très grande, on va dire, sophistication, alors que le plan local d'urbanisme est devenu un document d'urbanisme ultra sophistiqué qui intervient dans toutes les sphères de la vie publique. Et enfin, et c'est là où je veux en venir, la troisième hypothèse, c'est quand vous êtes en secteur sauvegardé, donc site patrimonial remarquable, vous pouvez avoir un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Et dans ces cas-là, le plan de sauvegarde et de mise en valeur va venir se substituer au PLU. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, c'est contrairement au PLU, c'est pas un document décentralisé, c'est un document qui relève de la compétence de l'État. Alors, juste, quelles sont les grandes différences entre le plan local d'urbanisme et le plan de sauvegarde et de mise en valeur? Donc, le plan local d'urbanisme, il définit toutes les règles d'urbanisme. Et s'agissant du patrimoine, sa capacité d'action est relativement limitée parce qu'en gros, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut instituer des servitudes d'urbanisme pour protéger des immeubles dont on considère qu'ils ont un intérêt particulier, donc soit architectural, soit historique, sans que ces bâtiments fassent l'objet d'une protection type inscription ou classement en monument historique. Mais sinon, on peut pas intervenir beaucoup plus que ça sur les éléments patrimoniaux, on va dire. Dans un plan de sauvegarde et de mise en valeur, c'est assez différent parce que dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur, on peut rentrer beaucoup plus dans le détail. Je ne sais pas si vous savez, mais depuis la réforme de 2007, il est interdit de demander dans les dossiers de demande de permis de construire les plans des intérieurs. Alors, les villes continuent à le demander. Mais en principe, en fait, en urbanisme, on ne s'intéresse plus qu'à la coque, on va dire, à la dimension extérieure, alors que dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur, on va pouvoir protéger, y compris des éléments intérieurs. Donc ça arrive que dans un plan de sauvegarde et de mise en valeur, on puisse venir vous dire que les éléments intérieurs, les huisseries intérieures, les volets intérieurs doivent être protégés, par exemple. Les escaliers intérieurs peuvent être protégés. Ce qui n'est pas possible dans un plan de sauvegarde et de mise en valeur. C'est pour ça, enfin dans un PLU, pardon. C'est pour ça que on a tendance à instaurer des plans de sauvegarde et de mise en valeur dans tous les centres historiques des villes pour permettre une protection patrimoniale plus importante. Alors, comment savoir à quelle autorisation d'urbanisme je vais être soumise? Alors, il y a un principe qui est assez simple aussi depuis la réforme de 2007 sur les autorisations d'urbanisme, c'est que, en principe, toute intervention sur un bâti existant est dispensée de formalité au titre du Code de l'urbanisme. C'est le principe qui est posé. Et que seuls les travaux qui sont listés dans le Code de l'urbanisme, donc c'est R421-14 et R421-17 du Code de l'urbanisme, sont soumis soit à déclaration préalable, soit à permis de construire. Donc si vous n'êtes pas dans cette liste-là, vous n'êtes pas soumis à autorisation d'urbanisme. Et c'est pas parce que, et ça c'est vraiment un point super important, c'est pas parce que vous n'êtes pas soumis à autorisation d'urbanisme que pour autant vous ne devez pas respecter les règles d'urbanisme qui s'appliquent.
Donc là, je vous ai remis, hein, c'est juste pour rappel. Donc, en gros, entre dans le champ d'application du Code de l'urbanisme toutes les interventions sur les immeubles, sauf les immeubles classés qui, eux, sont soumis à une autorisation spécifique au titre du Code du patrimoine. Ça, j'imagine que vous aurez le support. Vous pourrez le regarder à tête reposée. C'est juste pour que vous ayez en tête les différents types de travaux qui sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable. Donc, en gros, quand vous intervenez quand vous faites une intervention de faible ampleur, donc inférieure à 5 mètres carrés, vous êtes dispensé de toute formalité. Quand vous êtes sur des travaux d'ampleur mesurée, vous allez plutôt être en déclaration préalable. Et quand vous faites des travaux qui ont une importance un peu plus forte, vous allez tomber dans le champ d'application du permis de construire. Ça, c'est quand on est sur un bâtiment existant, il y a plusieurs grandes hypothèses. Il y a le ravalement. Donc le ravalement, ça, c'est soumis à déclaration préalable. Quand il y a le changement de destination, donc aujourd'hui, le changement de destination, il n'est pas soumis à autorisation d'urbanisme, sauf il est soumis à permis de construire quand le changement de destination s'accompagne soit d'une modification de l'aspect extérieur du bâtiment, soit d'une modification des structures porteuses. Donc, je vous donne un exemple. Si vous transformez une habitation en commerce, vous allez nécessairement ouvrir les façades en extérieur pour faire une plus grande vitrine. Là, vous allez tomber dans le champ d'application du permis de construire. Par contre, vous pourriez avoir une simple déclaration préalable si vous ne modifiez pas l'aspect extérieur. Quand on est sur un immeuble inscrit ou un immeuble classé, on va avoir le champ d'application du permis de construire va être un peu plus contraignant, puisque quand on est sur un immeuble inscrit, on est en principe soumis à permis de construire pour tous les travaux, à l'exception des travaux d'exploitation courante et d'entretien normal. Donc ça veut dire que globalement, sauf à venir remplacer des châssis sur le bâtiment sans modification de l'aspect extérieur, dès que vous intervenez sur un immeuble inscrit, vous êtes soumis à permis de construire. De la même manière, dès lors que vous allez démolir quoi que ce soit sur l'immeuble, vous allez être soumis à permis de démolir, même si la collectivité n'a pas délibéré pour instituer le permis de démolir dans la commune. Donc le régime du bâtiment inscrit est quand même plus contraignant parce que même si on reste dans le champ du permis de construire, des autorisations d'urbanisme, code de l'urbanisme, pour autant, tous les travaux qui viennent le modifier sont en principe soumis à une autorisation assez lourde. D'autant que, je rappelle, comme vous êtes sur un immeuble inscrit, vos travaux sont forcément soumis à l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. Donc s'il donne un avis négatif ou s'il donne un avis avec réserve, c'est refus de permis de construire. Sur un immeuble classé, c'est assez simple aussi. C'est que le principe, c'est autorisation dès que vous touchez au bâtiment. Donc autorisation code du patrimoine, avec là pour le coup, une intervention très forte des services de l'État. Et pour les délais d'instruction, donc le principe en matière d'autorisation d'urbanisme, c'est que le délai d'instruction d'une déclaration préalable, c'est 1 mois à compter de la réception d'un dossier complet. Pour un permis de construire sur une maison individuelle, c'est 2 mois. Et pour les autres permis de construire, c'est 3 mois. Ça, c'est en théorie parce que vous avez une liste longue comme le bras des majorations de délai si vous êtes sur un établissement recevant du public, si vous avez besoin d'une autorisation d'exploitation commerciale, etc. Et en toute hypothèse, quand vous êtes en site patrimonial remarquable ou aux abords des monuments historiques, vous prenez 1 mois en plus, quelle que soit l'hypothèse dans laquelle on se situe. Donc même si on est sur un permis de construire sur une maison individuelle, c'est 2 mois plus 1 mois pour tenir compte de la protection patrimoniale. Sachant que l'architecte des bâtiments de France dispose d'un délai de 2 mois pour rendre son avis à partir du moment où il est consulté. Il y a des délais particuliers. Quand on est sur un permis qui porte sur un immeuble inscrit,
on est sur un délai de 5 mois. Et quand on est sur une autorisation qui porte sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, on est sur un délai de principe de 6 mois, avec un allongement du délai qui peut aller jusqu'à 12 mois si le ministre de la Culture décide d'évoquer le dossier. C'est-à-dire s'il considère que l'intérêt est tellement important que c'est à lui de donner sa décision pour autoriser les travaux. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes délais d'intervention selon la nature de l'immeuble. D'où le fait, c'est un peu pareil qu'en droit pénal, c'est parfois plus intéressant d'avoir un immeuble inscrit parce que les contraintes sont moins importantes que d'avoir un immeuble classé, même si l'immeuble pourrait présenter les caractéristiques justifiant le classement. Parce qu'en fait, les contraintes quand on a un immeuble classé sont tellement importantes que parfois, même les propriétaires qui souhaitent une protection patrimoniale, parce que ça leur permet d'avoir d'autres avantages, ils vont demander plutôt une inscription qu'un classement pour s'éviter la contrainte du classement. Alors, je voulais vous parler ensuite de 3 opérations, enfin 3 types d'opérations, afin de faire un peu un zoom. Donc, une opération que vous connaissez bien, qui est l'opération de revitalisation des territoires. Avec, c'est vrai que souvent on dit on est en opération de revitalisation des territoires, donc on a plein de choses possibles. Bon. La réalité, c'est que l'opération de revitalisation des territoires, c'est surtout un dispositif contractuel entre la collectivité concernée, l'État et les différentes personnes publiques et privées qui sont intéressées à la revitalisation du territoire. On a beaucoup parlé des opérations de revitalisation des territoires, notamment sur la question de la redynamisation des centres-villes en termes de commerce, d'animation de commerce. Mais il y a quand même un volet qui est assez intéressant sur la réhabilitation du patrimoine bâti, puisque dans les actions obligatoires au titre des opérations de revitalisation des territoires, il y a la revitalisation du patrimoine bâti qui peut aller évidemment sur les problématiques de logement. Donc l'opération de revitalisation des territoires peut valoir opération programmée d'amélioration de l'habitat, par exemple. Mais pour autant, l'opération de revitalisation des territoires, elle ne donne pas beaucoup de clés, enfin, elle ne donne pas beaucoup d'outils juridiques particuliers pour travailler sur un immeuble bâti existant, hormis les financements que ça pourrait générer. Le seul élément qui est intéressant, c'est le dispositif qui permet dans les opérations de revitalisation des territoires de bénéficier du permis d'innover. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du permis d'innover. Le permis d'innover, c'est la possibilité de déroger à des règles relevant du CCH, donc des règles de construction, notamment tout ce qui est normes sécurité, normes accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, et également aux normes d'urbanisme, pour une durée limitée, qui est en fait une durée limitée à 6 ans à compter de la promulgation de la loi Elan, donc c'est-à-dire pour l'instant jusqu'en 2026. Donc ça peut être intéressant parce que si les règles d'urbanisme sont trop contraignantes, on peut bénéficier, si on est en ORT, on peut bénéficier d'un permis d'innover. Mais sinon, d'un point de vue, on va dire, cadre juridique applicable, pour moi, c'est la seule, si je parle de réhabilitation du patrimoine bâti, c'est le seul dispositif particulièrement intéressant. On verra qu'il y a aussi un dispositif fiscal qui peut être intéressant. Vous avez ensuite l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Donc là aussi, qu'est-ce que c'est l'opération programmée d'amélioration de l'habitat? C'est un dispositif d'aide de la collective, d'aide publique au bénéfice principalement des propriétaires privés, mais ça peut aussi être des propriétaires publics. Donc c'est une aide financière pour améliorer les conditions d'habitabilité de leurs biens. Donc c'est l'idée que ça peut être plus intéressant d'apporter un soutien public pour que les propriétaires ou les copropriétaires réhabilitent leurs biens, plutôt que d'arriver à la situation dans laquelle le patrimoine serait tellement dégradé qu'on serait obligé de les exproprier pour pouvoir refaire des bâtiments ou restructurer de manière lourde les bâtiments. Donc c'est un dispositif qui, du point de vue
montage opérationnel n'apporte rien, mais par contre, ça peut être une vraie aide économique pour les opérateurs, pour les propriétaires privés. Et vous avez enfin l'opération de restauration immobilière. Alors, l'opération de restauration immobilière, historiquement, en fait, ça a été créé par la loi de 1962, donc, qui est la fameuse loi Malraux, qui a créé les secteurs sauvegardés, qui est beaucoup à l'origine du régime qu'on connaît aujourd'hui sur les monuments inscrits et les monuments classés, et qui avait en fait à la base l'idée que en fait, sur des secteurs, sur des sites patrimoniaux, il y avait une nécessité d'intervention publique pour éviter la dégradation de biens présentant un intérêt patrimonial remarquable. C'est pour ça que dans les plans de sauvegarde et de mise en valeur, vous avez la possibilité d'instaurer des opérations de restauration immobilière où il y a une obligation d'intervenir sur les biens qui sont situés dans l'opération de restauration immobilière. Mais ça, on va dire que c'est presque un peu historique aujourd'hui, et que ce que vous connaissez peut-être sous le nom d'opération de restauration immobilière, c'est beaucoup des situations finalement d'ensemble de bâtiments qui répondent pas complètement aux situations d'indignité, mais presque. Donc beaucoup d'habitats anciens dégradés, sur lequel on va instaurer un périmètre d'opération de restauration immobilière et pour lequel on va prendre une déclaration d'utilité publique pour intervenir sur ces immeubles. Donc moi, je connais les opérations de restauration immobilière, on va dire je les pratique vraiment sous la dimension quartier ancien dégradé, plus que sur la dimension quartier ancien patrimoniaux dégradés. Mais c'est plutôt un dispositif d'intervention publique. Et là aussi, ça n'offre pas spécifiquement de capacité d'action ou de cadre juridique particulier ou de dérogation particulière par rapport aux règles d'urbanisme, aux règles de construction. C'est plutôt un mécanisme d'intervention forcée de la collectivité publique. Et quand on intervient sur du patrimoine ancien, on peut aussi se poser la question de savoir si on ne serait pas éligible, et ça peut notamment inciter des propriétaires privés à intervenir, si on ne serait pas éligible à un dispositif fiscal spécifique, c'est-à-dire une possibilité de réduction d'impôt sur le revenu. En matière de rénovation, on va dire, du patrimoine bâti, il y en a 3 qui peuvent être intéressants. Il y a le premier qui est le dispositif de Normandie, qui est un peu le pendant du dispositif Pinel pour le patrimoine à restaurer. Donc, c'est-à-dire à partir du moment où on vient restaurer un bâtiment et qu'on le garde en propriété et qu'on s'engage à le louer à titre de résidence principale pendant une durée de 15 ans, on peut avoir le bénéfice d'une réduction d'impôt sur les loyers qu'on perçoit et sur les travaux de rénovation. Donc, c'est un taux de réduction d'impôt qui peut aller de 12 à 18% du prix du bien selon la durée de l'engagement initial. Donc, ça peut être intéressant, et ça, c'est un dispositif qui, pour l'instant, n'a pas été supprimé, contrairement au dispositif Pinel qui concerne plutôt les constructions nouvelles et qui, pour l'instant, a été supprimé. Vous avez ensuite le dispositif Malraux, donc que vous connaissez aussi peut-être, en tout cas de nom, qui en fait permet, quand on intervient sur des bâtis au sein de sites patrimoniaux remarquables ou dans des opérations de restauration immobilière, de pouvoir bénéficier de réductions d'impôts pour les travaux, soit les travaux qui sont imposés par l'autorité publique, soit pour la charge foncière, donc en déduisant un certain nombre de choses, soit pour les frais d'adhésion à une association foncière urbaine de restauration. Et là, on peut bénéficier d'un taux de réduction d'impôt qui peut être de 30% en site patrimonial remarquable et de 22% dans les autres secteurs, avec un plafond qui est fixé à 400 000 € sur 4 ans. 400 000 € de réduction. Il y a des sociétés qui aujourd'hui sont spécialisées dans l'intervention dans le cadre du dispositif Malraux, parce que la défiscalisation est tellement importante que
Et ça non plus, ça n'a pas été remis en cause pour le moment. Et le dernier dispositif, donc, qui là concerne vraiment les monuments inscrits et les monuments classés au titre des monuments historiques, c'est ce qu'on appelle le dispositif déficit foncier, qui permet aussi de bénéficier de réduction d'impôts. Donc, soit lorsque l'immeuble procure des recettes imposables et n'est pas occupé par son propriétaire. Donc selon les cas, en fait, c'est les différentes. Enfin, vous avez différentes hypothèses dans lesquelles vous pouvez bénéficier de réduction d'impôts et vous pouvez réduire le montant du déficit foncier en provenance de l'immeuble selon les travaux que vous réalisez sur l'immeuble. Donc ça peut être assez intéressant aussi quand on intervient à proprement parler sur un immeuble inscrit ou sur un immeuble classé. Voilà. Donc c'est pas un cadre juridique en soi. Mais ça peut être, ça fait un petit penchant dans la balance pour intervenir sur un immeuble. Voilà, j'ai un peu fait le tour. Bonjour, merci pour cette intervention qui était intéressante. J'ai une petite question pour vous à droite. Donc moi, je suis chef de projet Village d'Avenir en Haute-Corse et j'ai pas mal de petites communes qui ont moins de 1000 habitants. Et vous avez parlé tout à l'heure, vous avez évoqué succinctement, je crois, la carte communale et le PLU. Et en fait, je voulais savoir quelles étaient les plus-values d'avoir un PLU pour une petite commune, ou si c'est plutôt intéressant pour elle qu'elle se tourne plutôt vers une carte communale, parce que j'ai compris que c'était un peu la tendance actuellement. Merci. En réalité, le PLU permet beaucoup plus d'être fin dans les règles d'urbanisme qu'on peut fixer. Mais la raison, la principale avantage de la carte communale par rapport au PLU, c'est que c'est pas cher. Voilà. Donc le vrai sujet, c'est la capacité de trouver un bureau d'études qui va être capable de produire un PLU. Je vais pas dire simplifié, mais un PLU adapté à un territoire peut-être plus petit ou qui a pas forcément, qui a plus des dimensions de problématiques rurales. Mais moi, j'aurais tendance à considérer aujourd'hui que, compte tenu de tout ce qu'offre comme panel le PLU et que n'offre pas la carte communale, parce que en même temps qu'on a fait évoluer le plan local d'urbanisme dans son contenu, on s'est pas du tout intéressé à la carte communale depuis la loi SRU. Et donc, en fait, la carte communale, aujourd'hui, c'est vraiment un outil qui est presque un peu trop basique, y compris, parce que c'est pas parce que vous êtes sur un territoire plus petit que vous n'avez pas pour autant des problématiques complexes. Et c'est vrai que moi, j'aurais tendance à vous dire que je préconiserais plutôt un PLU un peu simplifié qu'une carte communale. Voilà. Je vais peut-être compléter, si je me permets, sur cette partie-là, puisque j'ai un petit historique de 10 ans en DDT, et donc en zone rurale. Donc je comprends cet enjeu des élus. Et peut-être de manière pragmatique, alors sur nos territoires, aujourd'hui, le PLU n'est plus préconisé aux élus parce que l'avenir, c'est le PLUI. Donc les élus sont plutôt incités à aller vers des PLUI que des PLU. Et en effet, sur les petites communes rurales qui ont des besoins en construction qui sont très faibles, beaucoup de maires ont préféré garder des cartes communales ou du RNU, avec on va dire, des stratégies d'opportunité quand ils avaient besoin d'une construction particulière. Oui. De toute façon, le PLU communal, c'est plus possible. Hein. La carte communale, vous voulez dire ? Non, le PLU communal. Oui, voilà, c'est ça. Maintenant, l'État, il me semble, ne préconisera plus l'élaboration d'un PLU, tout à fait. Oui. Vous êtes sûr ? Il y a eu... Oui, parce qu'il y a eu tous les débats. J'ai bien fait les débats. Un peu quand même. Pour moi...
Non, parce que comme il y a eu des allers-retours, je finis par confondre, mais il y a encore eu un débat il n'y a pas très longtemps et pour moi, c'est devenu tellement compliqué de faire un PLU communal que c'est comme si c'était plus possible. Mais ok. J'ai le micro, du coup, Karine Chéniaud, je suis un village d'avenir en Saône-et-Loire. Moi, je m'intéresse effectivement à l'ORT, l'OPH et bon, l'opération de restauration immobilière, éventuellement, mais peut-être moins concernée. Et enfin, chez nous, je crois que c'est la DDT qui gère ces programmes-là, on est bien d'accord. Et du coup, c'est à un moment donné comment on rentre... Enfin, qu'est-ce qui peut intéresser en fait les communes ou comment nous on se dit ah bah tiens ce programme-là pourrait être intéressant. Ça c'était ma première question et ma deuxième question c'est l'écologie, enfin la prise en compte environnementale et par rapport au patrimoine parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé beaucoup. Et moi, j'ai un maire voilà, qui m'a dit ma petite mairie. Alors, la mairie, elle n'est pas classée, mais ça fait une mairie comme les gares. Vous voyez, on les repère en France, quoi. La mairie, quand vous arrivez quelque part, vous la repérez. Et puis, il me dit ben, ça, je ne peux pas y toucher. Alors, je ne pense pas que ce soit protégé, classé, machin, tout ça. Et je rentre le soir, je dis ça à mon chéri, et il me dit mais pourquoi pas? Pourquoi on mettrait pas tout un truc bloc autour, là, pour l'isolation extérieure? Et je me dis, bah, il y a un fossé entre l'idée qu'on peut avoir du patrimoine et des gens qui seraient plus... Enfin, voilà, et les besoins qu'on aurait en écologie. Enfin, voilà. Et ça m'a perturbée un petit peu. Non, mais vous avez raison. Alors, quand on est en périmètre où l'architecte des bâtiments de France décide, je peux vous dire que les considérations écologiques ne sont pas toujours... prise, enfin, je veux dire, entre un intérêt patrimonial et un intérêt environnemental, de mon expérience, l'architecte des bâtiments de France fait prévaloir l'intérêt patrimonial, mais aussi parce que c'est son rôle. Maintenant, quand vous n'êtes pas dans un secteur protégé au titre du Code du patrimoine, à partir c'est les règles d'urbanisme qui prévalent, et donc à partir du moment où on impose une isolation par l'extérieur et que le bâtiment, par exemple de la mairie, n'est pas protégé, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas le faire. Oui, théoriquement. Et après, il y a... Je sais pas, moi, le... Ah bah après, il y a l'acceptabilité, il y a l'acceptation par le public, ouais, voilà. Mais si je vous parle juste d'un point de vue réglementaire, et à partir du moment où il n'y a pas de protection patrimoniale, c'est les règles d'urbanisme qui prévalent. Voilà, et aujourd'hui, dans le PLU, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le PLU aujourd'hui est devenu extrêmement sophistiqué et il peut aussi prévoir prendre en considération des considérations écologiques et des considérations de performance énergétique. Et c'est tout à fait possible que le PLU prévoit, par exemple, de faire prévaloir la dimension écologique qu'à la dimension patrimoniale si ce n'est pas protégé au titre du Code du patrimoine. Après, sur l'OPA, c'est difficile pour moi de vous répondre, de savoir comment mobiliser, parce que moi, j'ai surtout un retour d'expérience en termes de montage juridique, mais je n'ai pas forcément un retour... Parce que qui dit OPA dit financement public. Donc, si vous êtes en OPA type renouvellement urbain avec un financement par l'Agence nationale de renouvellement urbain, vous savez où aller chercher les fonds. Mais si vous n'êtes pas dans cette situation-là, c'est-à-dire que derrière l'OPA, il faut pouvoir la financer. Donc, vous faites une convention avec l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Il faut qu'elle considère que ça rentre dans ses priorités. Okay. Oui, donc là, il faut travailler forcément en partenariat avec la DDT, quoi. Oui. Obligatoirement. Pardon, qui c'est qui... Oui, je sais pas qui... Là. Bonjour. Je vous interroge par rapport aux critères que peuvent constituer un territoire pour évoluer des abords aux monuments historiques vers le site patrimonial remarquable. Voilà, des critères, des avantages et des démarches que l'on pourrait engager pour faire évoluer le territoire
vers le classement site patrimonial? En général, on va vers le site patrimonial remarquable lorsqu'il y a un nombre important à proximité d'immeubles inscrits ou classés. Les centres-villes historiques, Poitiers, Rennes, Nancy, Paris, à Paris par exemple il y en a 2, c'est le Marais et le 7e arrondissement, parce qu'en fait il y a une concentration d'immeubles protégés au titre du Code du patrimoine. C'est vrai, souvent, en tout cas ce que moi j'ai pu voir, c'est vraiment la concentration. Voilà, si vous avez 3 bâtiments, je caricature, mais si vous avez 3 immeubles inscrits dans la commune, vous ne serez jamais site patrimonial remarquable, en tout cas au titre des problématiques patrimoniales pures, peut-être au titre des espaces remarquables paysages. Mais en tout cas, c'est vraiment ça souvent, et c'est une décision de l'État. Voilà. Moi, je suis chef de projet Village d'avenir dans les Alpes-Maritimes et j'ai un cas concret d'une petite commune qui souhaite acheter un bâtiment qui est une ancienne colonie de vacances, qui est plus utilisée, et on est en site classé, en carte communale et en dehors de l'enveloppe constructible. Et le maire veut donc faire des travaux sur ce bâtiment sans modifier les façades. Enfin, il me dit sans modifier les façades, mais il veut quand même faire une surélévation. Le mot m'échappe. Une rénovation, oui, voilà. Non, pas d'extension. Mais par contre, moi, je me pose la question par rapport à l'ERP. Est-ce qu'il faut pas... Enfin, la question se pose, c'est est-ce qu'il faudra une DP ou un permis? Donc lui, il me dit, je ne change pas les façades, je ne fais pas d'extension, donc c'est plutôt une DP. Mais le fait qu'on soit sur un établissement qui va recevoir du public... Non. En fait, c'est indépendant. C'est-à-dire le champ d'application de la DP et du permis de construire est indépendant du champ d'application de l'ERP. Quand vous êtes dans le champ d'application du permis de construire, votre permis de construire, vos autorisations au titre des établissements recevant du public. Mais sinon, ça veut dire qu'en revanche, vous allez avoir ce qu'on appelle un dossier d'aménagement à déposer au service départemental pour pouvoir obtenir votre autorisation de classement au titre des établissements recevant du public. Donc ça sera 2 autorisations à part. Vous n'aurez peut-être qu'une déclaration préalable au titre du Code de l'urbanisme, mais en revanche, vous aurez un dossier d'aménagement complet à déposer pour avoir votre autorisation ERP. D'accord. Il y a des changements de programme ou pas? Attends, je dis un truc. Okay. Merci beaucoup. On les applaudit encore toutes les deux.